dimanche politique dans 64 minutes, c'est notre grand angle. Une semaine politique en France marquée par une place noire de monde. C'était jeudi, la place de la République. Plus d'1 million de personnes pour dire non à la réforme des retraites. Le texte sera présenté demain lundi en Conseil des ministres. Alors on va largement y revenir avec nos deux invités. Perrine Tarnaud, bonjour. Bonsoir. Directrice de l'information à Public Sénat. Et avec vous, Richard Verly. On peut vous lire sur le site blic.ch. Vous avez d'ailleurs beaucoup parlé de cette réforme des retraites. On va commencer, vous le savez, avec votre image de la semaine. Allez, je commence avec vous, Richard. Bien, moi j'ai pris les vœux aux armées d'Emmanuel Macron parce que vous vous souvenez quand même de son début. Le début de sa présidence avait été marqué par la démission du chef d'état-major de l'époque, Pierre de Villiers. Donc c'était sur un constat de désaccord. Et à l'époque, le reproche qu'on lui faisait, c'était celui peut-être de vouloir diminuer les moyens des forces armées. Eh bien, tout son mandat, c'est le contraire qui s'est passé. Il a consolidé le budget. Il a annoncé encore une augmentation budgétaire. Donc finalement, s'il y a un flanc de sa présidence, je dirais, qui s'est consolidé tout au long de son mandat, c'est celui de l'action militaire et c'est celui de l'action régalienne de la France, notamment le soutien apporté à la dissuasion. Oui, 413 milliards d'euros sur 7 ans pour les armées. Perrine, quelle image avez-vous choisie? Alors, également une image d'Emmanuel Macron, mais dans le dossier des retraites dont on va beaucoup parler ce soir, Emmanuel Macron qui était jeudi, jour des grandes manifestations en France, en visite à Barcelone, et lors d'une conférence de presse avec son homologue espagnol, il est revenu, ce qui est assez rare quand il est à l'étranger, sur ce qui se passait en France, en affichant sa détermination. Donc là, Emmanuel Macron a vraiment installé le bras de fer avec les manifestants, avec les syndicats, avec la gauche. Donc il a affiché sa détermination, il ira jusqu'au bout de cette réforme. Et puis il a aussi souligné le fait qu'il avait été élu sur ce programme, sur la retraite à 65 ans, et donc qui devait aller vraiment au bout de cette réforme. Donc voilà, je pense qu'il a installé le bras de fer. Même discours d'Olivier Véran, un porte-parole du gouvernement, qui disait donc sur BFM TV ce midi, il y aurait eu 700 000 ou 1,3 million de personnes. Ça ne change pas les choses pour nous, donc bras de fer en cours ou pas. On va y revenir avec vous, mais pour l'instant, on va revenir sur cette semaine politique avec Elsa Assalit. De Paris à Lille, en passant par Toulouse ou Marseille, un jeudi noir dans tout le pays. Les Français sont sortis nombreux dans la rue pour protester contre la réforme des retraites. Oui, il y a beaucoup de monde, c'est même une surprise. Et même dans mon entreprise, il y a beaucoup de salariés qui se sont mis en grève. Vous voyez la démonstration qu'on fait aujourd'hui? Sans nous, la société, elle ne tourne pas et tout s'arrête. Et comme lors de chaque manifestation, l'éternelle bataille de chiffres. 1,12 million selon le ministère de l'Intérieur, quand la CGT annonce plus de 2 millions de mécontents. Pendant ce temps, Emmanuel Macron est en Espagne avec 11 de ses ministres pour signer un traité d'amitié. Pas question de fuir le mouvement social, c'est un hasard du calendrier, se défend la majorité. Mais même à l'étranger, impossible d'échapper au sujet. Interrogé, le président assure qu'il ira jusqu'au bout. Si vous voulez que le pacte entre les générations soit juste, il faut procéder à cette réforme. Et donc nous le ferons avec respect, esprit de dialogue, mais détermination et esprit de responsabilité. Pour les ministres restés en France, il faut défendre la réforme, opération séduction dans les médias ou auprès de retraités pour Olivier Véran. A priori, vous êtes vraiment dans les clous, vous devriez vous rapprocher des 1200 net. Dans les rues de la capitale hier, des milliers de jeunes se sont de nouveau mobilisés, soutenus par la France insoumise. La dernière carte à jouer pour nous assurer la victoire de ce mouvement, c'est la jeunesse. Il faut que dans les universités, ça se mobilise. Il faut que dans les lycées, ça se mobilise. Avant une nouvelle mobilisation d'ampleur, annoncée par les syndicats pour le 31 janvier. Une semaine marquée aussi par un nouveau psychodrame à la tête du Parti socialiste. Second tour de l'élection du premier secrétaire jeudi soir, mais quelques heures après la clôture du vote, surprise, Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol revendiquent la victoire et les camps des deux candidats s'accusent mutuellement de tricherie. Un épisode dont le parti déjà très affaibli aurait pu se passer. Après un recomptage des votes, Olivier Faure est désigné vainqueur ce dimanche, mais son rival conteste toujours. Oui, les chiffres sont tombés, un vainqueur avec 51,09% des voix des adhérents pour Olivier Faure. On y reviendra dans quelques minutes. Mais d'abord, ce bras de fer, je reprends votre terme, Perrine. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, qui était en une du Parisien, lui le dit, le bras de fer, lui, il pense que ce n'est pas obligatoire, contrairement à vous. Richard Verly, vous en pensez quoi? Il y aura bras de fer ou pas? Il y a bras de fer. On peut parler au présent. À partir du moment où vous avez, donc, selon le ministère de l'Intérieur, 1,2 million de personnes dans les rues et que vous avez une telle mobilisation dans beaucoup de villes moyennes, c'est-à-dire
dire, c'est vraiment un mouvement national. Je pense que le défi pour Emmanuel Macron est de surmonter cela. La procédure parlementaire, on le sait, qui a été choisie, c'est une procédure accélérée. On voit mal comment, vu la méthodologie employée par le gouvernement, la tension ne peut pas continuer à monter. Alors, est-ce que le 31 janvier, il y aura une forte décrue du nombre de manifestants ? À ce moment-là, on pourrait imaginer une sortie de crise, imaginer le contraire, c'est-à-dire davantage de manifestants le 31 janvier, et alors là, ça commencera à ressembler à une impasse. Il y a des sondages, effectivement, comme Odoxa Backbone pour Consulting pour le Figaro, qui disent que 6 Français sur 10 pensent que le gouvernement va devoir modifier ou abandonner son projet de réforme des retraites. Ils ont raison, ces Français ? C'est d'ailleurs ce que propose Gabriel Attal dans sur la une du Parisien que vous venez de montrer. Après, la question, c'est de savoir quelles sont les marges de manœuvre, parce qu'il y a déjà beaucoup de concessions qui ont été accordées à la fois à certaines demandes des syndicats, mais aussi aux Républicains. Et donc, quelles sont aujourd'hui les marges de négociation, puisque des choses ont déjà été accordées sur les carrières longues, sur, par exemple, la retraite minimum à 1 200 €. Donc, c'est vrai que, bon, pour l'instant, les marges de négo, elles sont quand même assez ténues, je trouve. Et puis, d'autre part, comme Richard vient de le souligner, le débat va être très encadré en termes de timing à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec grâce à l'article 47.1 que le gouvernement va utiliser de la Constitution. Et donc ça va pas permettre finalement de pouvoir faire beaucoup avancer le texte à l'Assemblée nationale, au Sénat peut-être, mais pour l'instant, je vois pas tellement en quoi les positions pourront évoluer. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est si le front syndical reste uni, parce qu'on sait que la CFDT aime bien des jours de manifestation, de grève qui sont certes répétés, mais espacés, alors que Force ouvrière ou la CGT sont un peu plus sur des grèves reconductibles. Donc là, il va falloir que le front syndical reste complètement uni, tienne, exactement, tout en ne décourageant pas non plus l'opinion publique qui peut être facilement peut-être fatiguée aussi par des grèves à répétition, alors qu'on est quand même dans un contexte aussi d'inflation, de crise énergétique, etc. Alors c'est vrai que le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a dit qu'il pourrait y avoir des journées d'action pendant les vacances de février. Là, on n'a pas de réaction des autres syndicats. Vous évoquiez le processus parlementaire. Manuel Bompard, donc de la France Insoumise, dit que ce n'est pas à l'Assemblée nationale qu'on va gagner sur ce sujet, donc j'imagine dans la rue. Effectivement, c'est l'option envisagée, Richard. Oui, d'autant que, pour le coup, les syndicats, là, ils ont, je dirais, réussi leur premier pari, c'était celui de la mobilisation. Ils ont réussi un deuxième pari, c'est celui de la symbolique. Au fond, le gouvernement répond, Gabriel Attal dit on va enrichir le projet, mais le gouvernement patauge un peu dans les ouvertures qu'il pourrait donner. En réalité, il y en a une qui pourrait éventuellement tout faire changer, c'est renoncer aux 64 ans. Oui, c'est vraiment ça, le totem, le 64 ans. On voit bien que le débat se cristallise là-dessus, mais est-ce que le gouvernement est prêt à céder sur cet aspect-là alors qu'il est au cœur de la réforme? Ça va être tout le débat de ces prochains jours. J'imagine qu'ils sont déjà quand même en train de faire des études et de regarder ça de près. Alors il y a les jeunes qui étaient dans la rue hier, ils étaient soutenus par la France Insoumise. Même le Figaro dit que c'était un succès relatif. Alors il y a bataille sur les chiffres. Les jeunes, ça c'est une donnée qui inquiète l'exécutif. Oui, forcément ça inquiète l'exécutif parce qu'on sait que quand les universités commencent à être bloquées, quand les lycées commencent à être bloqués et que la jeunesse est dans la rue, un des derniers précédents de recul d'un gouvernement, c'est quand même le CPE sous Dominique de Villepin qui avait reculé sous la pression de la rue et notamment sous la pression des jeunes. Donc effectivement, les jeunes, ça inquiète toujours un petit peu l'exécutif. Juste pour revenir sur le totem des 65 ans, 64 ans, dans ces cas-là, si le gouvernement revient sur les 64 ans, est-ce qu'il ne va pas perdre du coup les Républicains avec qui il avait négocié quand même autour de cette date, de cet âge légal de départ à la retraite. Donc c'est pour ça que je ne vois pas tellement en fait quelles sont les marges de manœuvre du gouvernement. La ligne de crête est super étroite. Donc ligne de crête super étroite, c'est-à-dire qu'ils vont reculer de fait ou ils peuvent aller jusqu'au bout puisque effectivement Emmanuel Macron, c'est son dernier mandat, il n'a rien à perdre. Emmanuel Macron a fait de cette réforme des retraites un principe. Alors vous savez qu'il a changé de réforme, mais une chose qu'il faut lui reconnaître, c'est que depuis son élection de 2017, il a toujours voulu réformer les retraites. Alors la première réforme, ça devait être la fameuse réforme à points, qui aurait été la dernière si elle avait été adoptée, parce qu'elle se serait ajustée elle-même au fil des ans en fonction de la valeur du point. Celle-là, elle est abandonnée. On revient à une réforme que l'on appelle plus paramétrique. Mais pour lui, c'est vraiment un principe. Donc abandonner sur ce terrain-là, c'est finalement se renier quelque part dans sa volonté de réforme. Sauf si
Et là, on est dans des savants calculs. Ce symbole, je dirais, qui met les gens dans la rue des 64 ans pouvait être abandonné au profit de ce qu'on appelle l'accélération de la fameuse réforme précédente, c'est-à-dire la durée de cotisation. Sauf que maintenant, le débat est tellement enflammé qu'il faudrait beaucoup d'eau pour éteindre l'incendie. Donc nous allons suivre ça avec attention et nul doute qu'on y reviendra, évidemment. Alors au Parti Socialiste, on n'en parle pas beaucoup, enfin peu de réactions parce qu'ils sont très occupés puisqu'ils devaient élire leur premier secrétaire du Parti Socialiste, c'est fait. Donc c'est Olivier Faure qui a donc été élu avec plus de 51% des voix. Mais en revanche, Nicolas Mayer-Rossignol, lui, conteste toujours cette victoire. Que penser de ce psychodrame, c'était le terme employé tout à l'heure dans le sujet. C'est un échec terrible pour Olivier Faure, qui a quand même mené l'union du Parti Socialiste au sein de la NUPES, donc avec les Verts et avec la France Insoumise. Donc, énorme contestation de cette ligne qui a été choisie par le Parti Socialiste. Et on voit mal maintenant comment il va réussir à pouvoir maintenir un Parti Socialiste qui va être complètement écartelé entre ceux qui sont pour un accord avec la NUPES et puis les sociodémocrates au sein du Parti Socialiste qui, eux, sont plus, je dirais, beaucoup plus proches finalement d'Emmanuel Macron, en tout cas d'une partie du gouvernement d'Emmanuel Macron et peut-être de certaines réformes que souhaite faire l'exécutif. Il y a des ténors du Parti Socialiste qui soutiennent Nicolas Mayer-Rossignol. Est-ce qu'ils vont là aussi agir, faire monter la pression? Alors ils vont agir, ils vont faire monter la pression. En même temps, ils ne se sont pas présentés non plus pour être premier secrétaire. Donc c'est toujours facile d'activer les choses en sous-main. Mais c'est vrai qu'on attendait l'explosion des Républicains en cette rentrée 2023 après l'élection de Ciotti. Et finalement, pour l'instant, Éric Ciotti arrive à maintenir ses troupes à droite. En revanche, là, le Parti Socialiste, ça me semble très mal parti. Ouais, vous savez, certaines tragédies sont révélées par la coïncidence des dates. Aujourd'hui, il y avait cette cérémonie de la célébration du 60e anniversaire du traité franco-allemand. Vous aviez à la tribune Olaf Scholz, social-démocrate. En Allemagne, il y a un parti social-démocrate qui dirige le pays, certes en coalition, mais qui le dirige. En France, le PS a disparu. Donc là, quand on met les deux côte à côte, on s'aperçoit quand même de la véritable tragédie politique. Parce que certes, Olivier Faure peut dire, puisqu'il a été réélu, que sa ligne qui consistait à s'allier à la NUPES pour sauver, je crois, une trentaine de sièges de députés, si je ne me trompe pas, était victorieuse. Mais quelle victoire! Moi, s'il y a un papier dont je suis relativement fier ces dernières semaines, c'est celui où je dis à quoi sert d'être socialiste, c'est devenu inutile en France. Si vous êtes militant socialiste, d'abord les 22 000 ou 23 000 qui ont voté, on aimerait les rencontrer, on aimerait parce que ça fait quand même encore, je trouve, beaucoup de monde. Et pourquoi sont-ils socialistes? Aujourd'hui, franchement, répondre à cette question, c'est devenu extrêmement difficile. Voilà, Richard Verly vous a lancé un appel. Si vous êtes socialiste, si vous êtes français, il a vraiment envie de vous entendre. Absolument. Merci Richard Verly. D'ailleurs, je renvoie à votre papier, à votre édito sur les retrouvailles franco-allemandes. Vous demandez des preuves d'amour. C'est donc sur blick.ch. Merci à tous les deux pour ce... Voilà, merci à tous les deux pour effectivement pour ce dimanche politique de la